L'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Nous avons entendu évoquer le camp par un rescapé, Armand Bulva. Il avait été déporté à Buchenwald. Il y a une forme d'universalité dans cette expérience, à la fois l'expérience concentrationnaire et puis l'expérience des massacres, de la perte, j'allais dire quasiment, de la perte de tout. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité, Riti Pan. Riti Pan, vous êtes un rescapé du génocide cambodgien. On reviendra d'ailleurs sur le terme, sur celui que vous voudriez employer. Entre 1975 et 1979, le régime des Khmers rouges a exterminé 2 millions de personnes. 40 ans plus tard, vous n'avez cessé de témoigner dans des films, S21 notamment, L'image manquante en 2013, et puis aussi dans des livres. En voici un que vous co-signez avec Christophe Bataille chez Grasset, La paix avec les morts. Pourquoi avez-vous décidé de témoigner, Riti Pan? Parce que après le Khmer Rouge que j'ai vécu, je suis sorti. Il y a d'autres crimes de masse qui sont apparus. Donc quand on dit ça répète pas, l'histoire ne répète pas, il répète tout le temps. Donc il se trouve que actuellement nous vivons un peu dans une vitesse d'image et de son et de l'information en sorte qu'on devient presque amnésique même. Parce que les choses passent, puis une autre chose passe, puis une autre chose passe, puis on n'a pas le temps vraiment de comprendre, il me semble. Et puis, avec dans ce moment de flou, il y a toujours des gens qui viennent injecter le doute encore plus. Récemment, vous avez quelqu'un qui a posé une question à Étienne Chouard. Il dit sur Auschwitz, il n'est pas au courant. Mais comment on peut ne pas être au courant quand on l'aime, on l'aime pas, mais c'est un intellectuel, c'est quelqu'un de cultivé, de brillant. Et moi, je l'aime pas. Donc, on ne comprend pas très bien à quoi servent tous ces drames, toute cette histoire et toute cette souffrance, quoi. Donc, moi, je voudrais juste... je crois en la vertu de répétition, en fait. Il faut répéter, il faut rappeler, il faut toujours revenir, sans pour autant, je veux dire, je ne suis pas non plus quelqu'un qui là, tenir la mémoire comme quelque chose de sacré, quoi. C'est ce que vous écrivez d'ailleurs dans votre livre sur le mot répéter. Pour montrer l'invisible, je cherche la répétition, je la travaille, c'est un langage répété, prendre le temps de répéter. Alors je vais vous faire répéter, vous êtes né en 1964, les Khmers rouges sont arrivés à Phnom Penh en 1975. Vous aviez à peu près le même âge qu'Armand Bulva lorsqu'il a été enfermé dans le ghetto de Piotrkov. Qu'est-ce qui s'est passé en 1975 pour votre famille, Riti Pan? En 1975, là, quand les Khmers rouges sont arrivés, on doit partir immédiatement. Les Khmers rouges disaient que voilà, pour prévenir les bombardements américains, il faut partir, juste pour quelques jours. En fait, on est parti comme ça, on n'est jamais revenu dans notre maison, quoi, dans notre ville. Ça veut dire qu'on partait sans toute logistique qui accompagne. Normalement, quand vous mettez 2 millions de population, c'était la population de Phnom Penh à l'époque, dans la rue, quand vous évacuez les hôpitaux. Puis après, tout est fermé. La communication est immédiate, les téléphones, tout ça, il y en a le transport. Et puis, très peu après, la monnaie est abolie. Et puis, quelques mois après, l'école, l'université, tout ça, quoi. Donc, vous mettez quand même 2 millions de personnes, au minimum, dans un milieu où ils sont... Je ne sais pas comment survivre dans ce genre de... Si on vous amène demain, vous mettez dans une rizière, et c'est pas... Il faut le temps, quoi, le temps d'apprendre à connaître, à cultiver. Il y a des gens qui viennent, il n'y a même pas une seule pioche. Pour cultiver, il faut des pioches. C'est aussi bête que ça. Et si vous êtes déporté, vous n'avez pas de pioche, vous n'avez pas d'outils, vous ne savez pas comment on pousse le riz, vous vous exposez à les maladies, à la famine. Le régime Khmer rouge était une sorte de cauchemar brodant sur un certain nombre
deux thèmes, une forme d'incompréhension absolue de ce que voulait Marx. Autrement dit, l'idée qu'il fallait mettre tous les intellectuels à la campagne, vider Phnom Penh, comme vous l'avez expliqué, avec une infox, puisqu'en fait, il n'y a jamais eu de projet de bombardement américain sur Phnom Penh. C'était juste une manière de justifier le fait de vider la ville et une volonté donc de mettre les intellectuels, les bourgeois, ceux qui étaient considérés comme les bourgeois, dont votre famille, Retipan, dans des rizières, dans des conditions absolument déplorables, tout en abolissant la propriété privée, l'argent et la propriété privée. Vous expliquez d'ailleurs dans ce livre, La paix avec les morts, plus même parce que le fait de vous déporter, j'ai pas d'autre mot pour désigner ça. Je sais que ce mot est très utilisé avec beaucoup de précautions, mais déporter comme ça, notre famille était en voiture, en train, à pied, en charrette, puis vous arrivez dans un endroit où vous n'avez aucune racine, aucun repère. C'est déjà un premier acte de destruction de l'identité, de qui vous êtes. Au bout d'un an, vous ne savez plus qui vous êtes. Et je crois ce qui est important dans ces grands crimes, peu importe les mots, génocide ou crime contre l'humanité, c'est pas l'un est plus moins grave que l'autre, c'est l'intention. Parler du crime tout seul ne suffit pas. Il faut bien montrer l'intention. Est-ce que c'est pour moi, mettre les gens, 2 millions de population sur la route, c'est une intention. On ne fait pas à l'improviser comme ça. On n'improvise pas à vider une ville. On veut les déraciner, on veut les mettre dans un endroit, ils n'ont aucune réaction possible. Si vous avez l'école, si vous avez la communication, vous avez votre milieu social, culturel, vous pouvez résister. Vous pouvez continuer à vivre. Mais là, il ne s'agit pas de vivre, il s'agit que chaque individu, chaque personne devient une entité, non pas une identité. La différence entre l'histoire évoquée par Armand Bulva et plus généralement celle évoquée par les rescapés de la Shoah, c'est qu'eux avaient à faire face alors ou bien aux Allemands, ou bien à des gens qui pouvaient être des compatriotes, là en l'occurrence les Polonais et les Ukrainiens pour ce qu'évoquait Armand Bulva. Là, il s'agissait d'une question interne au Cambodge. Est-ce que ça change quelque chose, Retipan? Ça complique. Ça complique parce que vous ne pouvez pas dire les Cambodgiens tuent les Cambodgiens. Je n'ai pas tué mes parents. Je n'ai pas affamé mes frères et sœurs. Donc, est-ce que c'est un problème idéologique? Certainement. Mais comment est-ce possible qu'il y a des gens qui sont disponibles à tuer, pas d'autres, par exemple? Dans quelles conditions ces actes puissent être accomplis, quoi? On n'est pas tueur comme ça. Hein. C'est très difficile de tuer un être humain. C'est un être vivant en face de vous. C'est pas comme ça arriver et bing, quoi. Avec un coup de fusil ou un coup de machette. Et puis il y a toute une préparation, évidemment, idéologie, le changement de langage, désigner l'ennemi. Bien sûr, le processus de déshumanisation de sujets à exécuter, mais aussi, il y a aussi pourquoi ces hommes sont capables de commettre ces actes. Mais que vous disiez-vous lorsque vous aviez donc 11 ans et que vous assistiez à ce crime, à ce massacre, Retipan? Un petit enfant juif comme Armand Bulva peut se dire il y a de l'antisémitisme. Au Rwanda, il y avait une partition dans la population. Vous étiez face à des compatriotes. Oui, mais on est des nouveaux peuples. On nous a classifiés très vite. Nouveau peuple par rapport à l'ancien peuple. Alors, il faut expliquer ce terme, le jargon. Le nouveau peuple, c'est ceux qui n'ont pas participé à la révolution, qui ne vivaient pas dans la zone contrôlée par les Khmers rouges. Donc tout ça, c'est le nouveau peuple. Essentiellement les gens de la ville, parce que tout le pays est encerclé. Dans ces nouveaux peuples, on a le droit de tout faire, en fait. On a le droit de tout faire subir. Donc, moi, je ne me sentais pas du tout, je me sentais à l'époque cambodgien, mais je ne me sentais pas du tout dans les droits d'être cambodgien, quoi. Parce que on m'appelle déjà le nouveau peuple. On a changé mon nom, on m'a changé, je ne m'appelle plus Riti, parce que c'est trop bourgeois, c'est trop long déjà. Donc,
changer de nom, changer de peau, changer tout. Et ça, pendant ces 4 ans, je ne me sentais pas moi-même. Donc, il y a tout, c'est compliqué. Et lorsque vous ne vous sentiez pas vous-même, vous saviez malgré tout, Ritipan, que les bourgeois, je mets cela entre guillemets, que vous représentiez avec votre famille n'étaient pas particulièrement anti-révolutionnaires, qu'il n'y avait pas de projet chez vous, alors même que tous les aveux, puisque l'un de vos films est consacré à S21, autrement dit l'un des centres au cœur même de Phnom Penh qui a été utilisé pour faire avouer les gens, puisque l'une des idées du régime Khmer Rouge était de faire avouer les coupables, qui n'étaient évidemment pas coupables, mais qui, au terme d'une série de sévices, étaient prêts à raconter n'importe quoi pour qu'on les laisse tranquilles, même si, hélas, on ne les laissait pas tranquilles. Autrement dit, est-ce que vous perceviez les fausses accusations, cette culpabilité qu'on cherchait à vous imputer, ou est-ce que vous imaginiez autre chose? Quand j'ai à mon âge, à l'époque, je crois que pour on a la chance d'être ne pas être adulte encore et n'est plus en enfance. Mais en même temps, on est en âge de tout découvrir le monde, quoi. Et on découvre ces choses atroces, quoi. Et moi, je sentais qu'il y avait, on voulait me faire disparaître, mais c'était la volonté de vivre, Et plus, surtout, je pense pas qu'on survit comme ça, on survit parce que les autres vous aident, je crois franchement. Je pense les petits gestes de vos parents avant qu'ils partaient, les petits clins d'œil d'un petit mot de vos camarades, vous aident énormément. Et ça, je crois pas que j'étais super plus fort que les autres, mais je crois que j'avais la chance que certains d'entre eux m'ont filé, m'ont donné une sorte de pensée précieuse, de l'énergie très précieuse de cette comment dire, petite fraction de ce que c'est l'humain et qui est important dans ces moments-là. Vous racontez dans La paix avec les morts, ce livre que vous co-signez avec Christophe Bataille, à quel point la vie s'accroche. Vous racontez une scène terrible avec un homme qui agonise, un bol de soupe à côté de lui, puisque l'une des techniques, la plus simple des techniques utilisées par les Khmers rouges était tout simplement de faire mourir le nouveau peuple de faim. Et vous racontez à la fois votre hésitation par rapport à ce bol de soupe et la manière dont cet agonisant s'accroche à ce bol. Oui, mais c'est parce que c'est ce bol, ça rapporte quelques petites énergies qui vous permettent de vivre, mais à cet instant-là, vous pouvez plus, à un certain moment, il se nourrit plus. Et les vivants aimeraient bien continuer à vivre, donc c'est cette... mais j'arrivais pas à aller prendre cette nourriture, parce que ça se fait pas, quoi. Puis c'était dans l'éducation aussi, c'est important que cette éducation reste, on n'est pas éduqué pour prendre les choses des gens, quoi. Et je trouve que dans les moments les plus compliqués, c'est toujours ce minimum de choses, de souvenirs, de culture, de l'éducation que vous puissiez préserver au fond de vous-même qui peut vous sauver. Je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce de L'image manquante. C'est le film que vous avez consacré au massacre des Cambodgiens par d'autres Cambodgiens. L'image manquante, c'était en 2013, Ritipan. Il y a tant d'images dans le monde qu'on croit avoir tout vu, tout pensé. Depuis des années, je cherche une image qui manque. Une photographie prise entre 1975 et 1979 par les Khmers rouges quand ils dirigeaient le Cambodge. À elle seule, bien sûr, une image ne prouve pas le crime de masse, mais elle donne à penser, à méditer, à bâtir l'histoire. Je l'ai cherché en vain dans les archives, dans les papiers, dans les campagnes de mon pays.
Maintenant, je sais. Cette image doit manquer. Et je ne la cherchais pas. Ne serait-elle pas obscène et sans signification? Alors, je la fabrique. Ce que je vous donne aujourd'hui n'est pas une image ou la quête d'une seule image, mais l'image d'une quête, celle que permet le cinéma. Un extrait de la bande-annonce de l'image manquante Ritipan. Vous avez consacré toute votre œuvre à la disparition des Cambodgiens suite au crime des Khmers rouges. Pourquoi utilisez-vous tantôt la caméra et tantôt le stylo? Non, j'ai fait pas mal de films sur ce sujet, mais heureusement, je fais autre chose aussi. Je suis vivant, quoi. Je ne suis pas un survivant, je suis un vivant. Je n'aime pas trop le terme survivant. Je suis vivant, je suis capable de créer et de continuer à vivre. Et ça, c'est plus important pour moi. Et puis, il y a un travail important à faire, je le fais. Je l'assume, ma responsabilité. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intellectuels cambodgiens qui ont la chance d'arriver à sortir et avoir la possibilité de parler, d'écrire ou de filmer. Donc, je fais tout ce qui est possible de faire, c'est ça. Je commençais par la peinture. Mais l'écriture, c'est des choses que parfois l'image ne peut pas dire. Et inversement, il y a les images qui n'est pas nécessaire de coller de paroles dessus. Il faut avoir foi dans l'image aussi, dans l'art. Tout ce que je fais, c'est pas... C'est comment dire... C'est une forme de vie, quoi. C'est pas du tout... Je pensais pas trop à me lamenter ou à pleurer dans les génocides, tout ça. Hein. Mais c'est un témoignage. Mais quand on lit plusieurs, peut-être attentivement, il y a plein de choses, beaucoup de batailles, beaucoup de combats dedans. Ce que vous écrivez dans La paix avec les morts Ritipan, bien sûr, le mal est en moi comme un seau, une brûlure. Aujourd'hui encore, je ne me déplace pas sans une dizaine de boîtes de médicaments. Je stocke des mois de nourriture où que je sois. Je tiens sur moi mon acte d'état civil, plastifié, rafistolé, durci comme un os. Oui, parce que une fois que vous n'avez plus d'identité, que le premier jour où vous êtes arrivé en France et vous faites des demandes, quoi, c'était un apatride, hein, on appelle ça un apatride, celui qui n'a pas de pays, quoi, qui n'a pas plus rien, quoi. Et quand on vous donne le laissez-passer ou qu'on vous donne une notification que vous avez maintenant une identité, vous le préservez. C'est comme si... J'ai rencontré récemment une victime, quelqu'un d'Hiroshima, il était jeune, il avait 8 ans, je crois. Quand la bombe est tombée sur Hiroshima, il était brûlé, blessé, et les gens de son village ne reconnaissaient pas. Donc, alors, il a vécu, il a construit sa vie, tout ça, puis il passe tout son temps à fabriquer cette maison que c'est disparu, que les gens ne reconnaissent pas, quoi. Et il voulait retourner dans sa maison qui reste encore un peu. Les gens disent, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? En fait, c'est chez lui. Donc, il faisait cette maison tout le temps, et c'est une toute petite maison en bois. Alors, c'est fabuleux, cet homme qui est devenu graphiste après, qui avec ses mains qui sortent des cendres d'Hiroshima, qui bâtit cette maison en feuilles, en paille, en bambou, sous petite maquette. C'est chez lui, quoi. C'est un hommage à son histoire, c'est continuer son histoire aussi. Vous dites qu'il n'y a pas beaucoup d'intellectuels cambodgiens et que c'est une raison supplémentaire pour vous de pouvoir témoigner à l'extérieur comme vous le faites, Ritipan. Quand un intellectuel français comme Alain Badiou, par exemple, évoque la révolution culturelle chinoise, les morts de cette période et une forme de communisme despotique comme incarné par les Khmers rouges, qu'est-ce que vous en pensez? Quel effet ça vous fait? Il n'y a pas que lui, il y a Chomsky, il y a tout ça, hein, qui sont des gens brillants, encore une fois. Mais je crois que quand ça ne rentre pas dans leur pensée, la mort devient une abstraction. Alors on ne pense pas. On pense pas à ces morts. Chomsky n'a jamais été mis les pieds au Cambodge. Mais certainement, il disait, mais arrêtez de parler, c'est pas la peine de gonfler les chiffres.
Et donc, mais moi, vous savez, moi, Alain Badiou, il ne remet pas en cause les chiffres. Il dit que ça fait peu, par exemple, par rapport à la révolution culturelle oui, chinoise. mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 millions, c'est moins que 4, c'est plus que 10. Ça dépend comment on tue les gens. Ça dépend quelle est l'intention. Encore une fois, cette fameuse intention. Toujours dans la spécificité du génocide khmer, comme vous le racontez dans La paix avec les morts, Ritipan, vous connaissez, tout le monde connaît au Cambodge, les tortionnaires, les grands comme Douche par exemple, Ieng Sary, mais d'autres aussi qui étaient des génocidaires qui utilisaient ou employés à des postes beaucoup plus subalternes. Et vous racontez finalement comment on peut aller les voir dans leur petite échoppe. Quel effet ça fait d'avoir face à soi J'essaie de comprendre, hein. C'est comme ce que faisait Christopher Browning déjà dans Les Hommes ordinaires, dans les unités qui massacrent les Juifs. Oui, mais lui était historien et oui, mais il n'avait pas face à lui ces hommes-là, il avait des archives. Vous les avez en face de vous. Oui, et moi j'ai mon passé. Mon passé, j'ai ma connaissance de la chose, de l'innommable. J'étais très près de tout ça. Donc, il ne peut pas me raconter n'importe quoi non plus. C'est très simple, hein, moi. Il peut refuser de me voir, ces gens-là. Mais je lui dis, voilà, tu dois m'aider à faire cette partie de l'histoire. C'est les tiens, moi, je ne peux pas être à ta place. Toi, le tueur, toi, le tortionnaire, je ne peux pas être à ta place. Donc, fais ton parti, le travail qui t'incombe, la partie de ton histoire. Moi, je fais la mienne. En général, ils sont d'accord. Eux aussi ont envie de parler. Parce que c'est un crime assez terrible, un geste terrible à tuer. Que vous inspire aujourd'hui la situation au Cambodge ? Il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup d'espoir, il faut s'occuper des jeunes générations. Moi, je suis très heureux. J'ai mes problèmes, comme vous dites, stocker des nourritures, mais j'aime aussi cuisiner. Voilà, vous voyez, il faut balancer les deux. Acheter beaucoup parce c'est une forme de traumatisme. Acheter de nourriture. Et puis, cuisiner, c'est les deux balances. Vous êtes un artiste, un intellectuel. Est-ce qu'au Cambodge, les gens parlent beaucoup de cette période ou au contraire le taisent ? Est-ce qu'ils en parlent en famille mais pas publiquement ? Maintenant qu'on commence à parler à cause de la nouvelle génération, parce qu'ils posent des questions. Moi, je me souviens quand je commence à faire des films sur ce sujet, il n'y a aucun Cambodgien dans la salle. Là, il faut attendre 20 ans pour que cette génération d'après Khmer Rouge, après le génocide Khmer Rouge, vienne et dit mais qu'est-ce qui s'est passé à mes grands-parents, pourquoi ils sont plus là? Et là, on doit donner les réponses. Les films ou les livres, c'est à ça, c'est apporter les réponses à des questions qu'on doit vraiment répondre, sinon ces jeunes-là, ils ne peuvent pas envisager non plus à vivre une vie pacifiée. Et est-ce qu'il est possible de guérir la communauté nationale dans ces conditions-là ? Est-ce que lorsqu'on sait qu'on a celui qui a tué vos proches, lorsqu'on sort de chez soi, il est là et il tient une boutique, est-ce que c'est possible de vivre normalement ? Oui, je pense que les Cambodgiens, ils ont fait un énorme effort déjà avant que le tribunal Khmer Rouge, le tribunal international, le tribunal mixte qui juge le Khmer Rouge arrive, il prend sur eux-mêmes. Il prend sur eux-mêmes et ce travail de, comment dire, on vit avec, on apprend à vivre avec, ça veut dire pas qu'on accepte, ça veut dire qu'on accepte, mais voilà. Merci Ritipan d'avoir été avec nous. La paix avec les morts, Christophe Bataille, c'est le livre que vous publiez chez Grasset.